Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence, les personnes présentes dans la salle, et merci à toutes les personnes en ligne. Nous sommes donc samedi 6 mars 2021 et vous assistez à la 3e conférence de presse de la coordination Santé Libre. Je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêts. Je tiens également à préciser que plus de 600 journalistes ont été invités, en particulier les journalistes qui ont écrit des contre-vérités au sujet de la coordination, au sujet également des différents collectifs qui la composent, voire au sujet des médecins appartenant à ces collectifs. Vous noterez que ces journalistes sont absents alors que nos responsables presse les ont alertés, ainsi que leur rédaction, dont certaines ont même répondu, comme la majorité des salariés, ils ne travaillent pas le samedi. Décidément, le journalisme n'est plus tout à fait ce qu'il était. Alors, aujourd'hui, nous avons plusieurs objectifs dans cette conférence de presse et nous allons commencer à rappeler ce qu'est la coordination Santé Libre, parler également du Conseil scientifique indépendant et revenir sur le sujet de la représentativité de la coordination. Donc, je commence à donner la parole au docteur Éric Ménard qui va vous parler de la coordination Santé Libre. Bonjour à tous et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous reverront en replay. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais je vais en reparler. Je vais vous exposer un petit peu la création du Conseil scientifique indépendant. Ce Conseil scientifique indépendant a été créé sous l'impulsion de la coordination Santé Libre et il a vu le jour récemment afin de réfléchir à la gestion sanitaire de la crise actuelle de façon totalement indépendante des pressions financières et politiques. Ce CSI regroupe des chercheurs, des scientifiques et des médecins de terrain afin d'avoir une réflexion à la fois globale et collant au plus près à la réalité du quotidien. Les membres du CSI sont Hélène Banoun, pharmacienne, biologiste et ancien chercheur INSERM. Philippe de Chazourne, médecin généraliste à La Réunion, président de l'association Med-Océan, ancien correspondant régional de l'ANAS, puis de la HAS. Louis Fouché, médecin réanimateur à l'hôpital de la Conception à Marseille, créateur du collectif Réinfo Covid. Jean-François Lesgard, DEA de chimie et biochimie, affilié au CNRS, ancien chercheur INRA. Votre serviteur, Éric Ménard, médecin généraliste, membre de la coordination Santé Libre. Vincent Pavant, qui est à ma droite, ingénieur des mines, enseignant-chercheur en modélisation mathématique. Christian Perron, également à ma droite, médecin et professeur des universités, spécialisé dans le domaine des pathologies tropicales et des maladies infectieuses émergentes, et ancien président de la commission spécialisée maladies transmissibles au Haut Conseil de la santé publique. Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS. Astrid Stuckelberger, scientifique, chercheuse et enseignante à la faculté de médecine de l'Université de Genève et de Lausanne, experte internationale dans différents domaines liés à la santé et la santé publique. Et enfin, Laurent Toubiana, chercheur épidémiologiste à l'INSERM et expert dans les systèmes d'information en santé. Ces membres ont un point commun essentiel. Ils n'ont aucun conflit d'intérêt et n'ont qu'un seul but: la santé, la sécurité et le bien-être de tous nos concitoyens. Le Conseil scientifique indépendant veut ainsi proposer une vision différente de la crise actuelle et suggérer des voies de sortie pragmatiques, les voies actuelles ayant fait la preuve de leur inefficacité. Nous proposerons régulièrement des avis et des suggestions adressées à tous les décideurs, mais aussi à la population qui doit être responsabilisée et non pas infantilisée. Le CSI appelle à une politique sanitaire qui soit réellement scientifique, pragmatique et responsable, et bien entendu détachée de tout conflit d'intérêts. Je reprendrai la parole un peu plus tard pour parler de 3 thèmes particuliers. Merci Éric. Alors, nous allons revenir sur la première diapositive, s'il vous plaît. Première diapositive.
pour vous présenter donc la constitution exacte de la coordination avec donc les collectifs qui la constituent, donc que vous voyez sur votre première dia, s'il vous plaît, dia précédente. Merci. Voilà. Donc sur votre gauche, vous avez les collectifs qui constituent la coordination. Ce sont des collectifs essentiellement médicaux. Et vous avez également ces collectifs qui sont soutenus par 23 collectifs citoyens et une association de patients. Ces collectifs sont organisés en groupes de travail, comme vous le voyez, groupe de travail sur les chiffres, sur la physiopathologie, sur les tests, etc. Nous vous laissons découvrir l'ensemble de ces groupes de travail. Et ces groupes de travail, on va revenir donc sur la deuxième diapositive, fournissent de la matière de travail pour les cellules que vous voyez en bas, cellules stratégie thérapeutique, cellules épidémiologie, etc., qui vont s'articuler avec le conseil scientifique donc, qui a été présenté par le docteur Ménard. Et ce conseil scientifique va régulièrement faire donc, des conférences de presse pour annoncer un certain nombre de préconisations ou de recommandations. Et vous aurez à la fin de cette conférence les 3 premières recommandations du conseil scientifique qui s'est réuni pour les poser cette semaine. Donc, nous allons passer sur la diapositive suivante, puisque nous avons eu beaucoup de questions sur la représentativité de la coordination santé libre, avec, ce qui ne vous aura pas échappé, un certain nombre d'articles dans la presse extrêmement agressifs. Et surtout, ce qui va nous importer de vous rappeler, c'est que cette représentativité est bien celle de 30 000 médecins, de plus de 30 000 médecins, puisque justement, après toutes ces polémiques, il y a eu de plus en plus de médecins qui ont rejoint les collectifs, plus de 30 000 soignants et plus de 100 000 citoyens. Alors, d'où viennent tous les questionnements qui sont apparus dans la presse? Eh bien, les journalistes sont partis d'un travail qui a été fait, d'une pétition, en fait, qui a été posée par le collectif Laissons les médecins prescrire, dont je fais partie des co-créateurs. Et ce collectif a donc publié un manifeste qui s'appelle le manifeste La Quatrième Voie. Et ce manifeste a été soumis donc à signature de la population, de soignants, de médecins, etc. Et bien sûr, ces signataires du manifeste n'ont rien à voir, ou peuvent avoir à voir, mais ce ne sont pas les représentants de la coordination santé libre. Chaque collectif qui était cité a ses propres adhérents, on va dire, selon que les collectifs soient organisés en structure juridique ou pas. Et la représentativité donc de la CSL, cela concerne la représentativité des personnes qui ont adhéré dans les différents collectifs. Il faut savoir, on vous a mis un petit iceberg ici, en ce qui concerne les médecins, que beaucoup de médecins ne veulent pas apparaître de façon très visible en ce moment. Donc, vous avez des médecins comme ceux qui sont autour de la table qui portent la parole de beaucoup de médecins et qui acceptent d'être visibles. Mais aujourd'hui, les médecins sont attaqués par les conseils de l'ordre. On disait de façon anecdotique que s'il y a une épidémie en ce moment, c'est l'épidémie des convocations au conseil de l'ordre. Il faut savoir que les médecins qui prennent la parole sont attaqués également sur les réseaux sociaux, qu'un certain nombre d'entre nous, même ici, ont été convoqués par leurs établissements hospitaliers ou autres. Donc, c'est extrêmement complexe aujourd'hui, les prises de parole pour les médecins. Et un certain nombre, je regarde Christian Perron aujourd'hui, qui a même été démis de ses fonctions de chef de service. La vie est complexe, voilà, pour le corps médical. Et tout de même, suite à ces tentatives de désinformation, ce que l'on peut noter, c'est que de plus en plus de médecins ont rejoint nos différents collectifs. Et je vais encourager, et nous encourageons tous nos confrères,
et consoeurs à devenir de plus en plus visibles. C'est extrêmement important. On est tous ensemble et c'est plus facile justement de travailler à la fois ensemble et puis de se défendre, on va dire. Voilà. Donc, le point important également, c'est de rappeler qu'au niveau des conseils de l'ordre, du Conseil de l'ordre national de l'ordre des médecins, il y a plus de 300 000 médecins enregistrés. Il faut savoir que quand on est médecin, médecin un jour, médecin toujours. Et effectivement, dans nos collectifs respectifs, un certain nombre de médecins retraités ont rejoint les collectifs. Il faut savoir que des médecins retraités peuvent être également partiellement en activité. Donc, la représentativité, voilà, il faut peut-être la mettre en perspective de ces 300 000 médecins. Nous allons donc donner la parole à différentes personnes qui représentent des groupes de travail ou qui ont fait du travail individuel. Et nous allons commencer à donner la parole au docteur Gérard Guillaume, qui a beaucoup travaillé sur les chiffres que l'on nous présente. Et je crois que Gérard n'a pas de conflit d'intérêt. Bonjour à tous, d'ailleurs, et comme tous les collègues autour de cette table, je n'ai pas de conflit d'intérêt à quelque niveau que ce soit. Donc, je vais, au nom de la cellule chiffre, vous présenter l'état des lieux du travail où nous sommes. Tout est loin d'être parfait, parce que quand on se lance dans l'évaluation des données chiffrées, on s'aperçoit que c'est une jungle, c'est un imbroglio dont il est difficile de se sortir. Alors, on part bien entendu d'un certain nombre d'outils de surveillance qui existent, qui ont été mis en place par le ministère de la Santé avec la collaboration de l'INSEE et de Santé publique France. Ces outils de surveillance, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, ce sont Santé publique France, le réseau Au Secours, SOS Médecins, le réseau Sentinelle qui, lui, comporte 1314 généralistes, 116 pédiatres, le système civique, le suivi des décès en hôpital et en EHPAD. Donc, tous ces services qui observent un petit peu ce qui se passe au niveau de l'épidémie vont nous donner des chiffres, des indicateurs. Et vous allez voir que ce n'est pas simple parce que, plus il y a de cellules qui interviennent, plus c'est compliqué. Et à travers ça, la première notion qui apparaît, c'est qu'il manque un vrai coordinateur dans ce pays. Pourquoi? Déjà, par exemple, quand on regarde les données sont disparates, en particulier au niveau des tranches d'âge. Donc, on nous donne des chiffres par tranche d'âge, d'épidémiologie, et on s'aperçoit que chaque organisme a son système de découpage. Au Secours, à 10 tranches d'âge, Sursaut, 5 tranches d'âge, le certification de décès, 7 tranches d'âge. Donc déjà, ce serait bien qu'on unifie tout ça. Alors après, le deuxième problème qui se pose, c'est d'essayer de définir un petit peu les données. Alors, il y a une donnée qui apparaît en permanence, c'est celle de l'occupation des lits de réanimation, qui s'appelle la tension hospitalière sur la capacité en réanimation. Et là aussi, c'est un imbroglio parce que c'est très difficile de savoir ce qu'on appelle lit de réanimation. C'est ainsi que, par exemple, le 14 février, on nous a dit qu'il y avait 3299 lits occupés, ce qui voulait dire, et c'était qualifié de 65%. Donc, si 3299 lits représentent 65%, 100%, ça fait 5060 lits de réanimation. Un chiffre qu'on ne retrouve nulle part. Et quand on prend les données de l'adresse, on s'aperçoit que c'est assez compliqué parce qu'il faut faire donc la part des choses entre le public et le privé à but lucratif, le privé à but non lucratif, les unités de soins intensifs de cardiologie, les unités de neurovasculaire. Et quand on détaille tout ça, donc, monsieur, si vous n'avez pas là, on arrive au chiffre de 15 922 lits de réanimation. Alors, ensuite, quand on veut calculer, vous voyez apparaître sur le dernier chiffre sur l'idée en jaune, et alors quand on veut essayer d'évaluer le calcul du taux d'occupation des lits,
Alors ça, c'est un système qui est calculé, qui est quand même assez compliqué, puisque il faut qu'il suive. Oui, mais dis, Donc, vous voyez que c'est un rapport entre les personnes en service de réanimation, les personnes en unité de soins intensifs, plus celles en surveillance continue, et ça c'est le dénominateur, et qui se rapporte au lit de réanimation. Et ce qui va nous donner un taux d'occupation de lit de réanimation qu'on ne retrouve non plus nulle part. Donc c'est un petit peu compliqué. Là, le chiffre qu'on arrive à trouver est du genre de 18 917 lits au total pour les lits de réanimation. Alors, ce qui fait que quand on rapporte, on est parti d'un chiffre de départ qui était de 3299 lits occupés. En fait, il faut faire le rapport, mais avec 15 922. Et ce qui donne un taux d'occupation non plus de 65%, mais de 20%, un peu plus de 20%. Alors, donc ça, diapo suivant. Voilà, déjà, c'est pour essayer de comprendre un petit peu ce que représentent ces lits de réanimation. Ensuite, après, diapo suivant, il faut essayer de déterminer, donc je ne vais pas insister là-dessus sur le nombre de cas. Le nombre de cas, il est déterminé par le test de PCR. Et le problème, c'est que ces tests PCR, ils posent des problèmes et il n'y a absolument pas de consensus. Et ce que l'on dit, en fait, on va s'exprimer là-dessus après, mais en gros, en dessous de 33 CT, c'est positif, et au-dessus de 37 CT, c'est négatif. Donc là aussi, on a besoin d'avoir une uniformisation, et de toute manière, cas positif n'est pas équivalent à malade. Donc ça, c'est encore une donnée qui pose problème. Ensuite, il y a le début, comment on a déterminé la date de début de l'épidémie. Alors, c'est un système qui a consisté à partir de la détermination du 25e cas de malade et du jour J 9 de l'épidémie, ce qui donne qu'en France, le premier jour de l'épidémie, c'est le 1er mars, en Allemagne, c'est le 14 mars, et en Espagne, c'est le 29 février. Ok, donc on avance. Et alors, ça, c'est un problème de démarrage du chiffrage de l'épidémie. Après, le problème, c'est qu'il y a normalement, on devrait s'inscrire dans le contexte du bulletin des maladies épidémiques saisonnières qui remettent chaque année le compteur à zéro. Donc, il est par définition admis que c'est la semaine 42 qui remet les compteurs à zéro. Or, nous, on continue à comptabiliser les patients depuis le départ. Donc, si on avait le même système pour la grippe, aujourd'hui, on en serait à plusieurs centaines de milliers de cas, voire des millions de cas. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même se coordonner à ce niveau-là. Alors, ensuite, on peut avancer. Ah non, sur un petit peu, on avance. Après, donc, à partir de là, on va essayer de faire un décompte des décès. Donc, en fait, on va essayer de comparer ce qu'on nous donne en 2020 par rapport à ce qu'on avait, par exemple, en 2019. Donc, en 2019, on avait en France 613 000, en gros, 613 000 décès, et en 2020, 667 000 décès. Donc, il n'y a pas une énorme différence. Il y a moins de 54 000 décès de différence. Après, le problème, c'est d'essayer de déterminer quelle est la part qui revient à la COVID dans ces décès. Alors, il y a 3 cas de figure qui sont possibles, soit des décès qui sont dus au SARS-CoV-2 d'une manière unique, soit des décès avec comorbidité, soit des décès sans Covid. Alors là, là aussi, c'est un imbroglio absolument incroyable, parce que le CEPIDIC demande, lorsqu'on fait la certification des décès, de déterminer les décès qui ont un lien avec le Covid, dès lors qu'il y a la mention avérée, certains positifs éprouvés qui sont marqués.
et pour lequel, pour ceux qui ont une suspicion, on ne marque seulement la mention plausible, possible, potentielle. Donc, vous voyez, rien que déjà pour se retrouver là-dedans, pour savoir combien il y a de morts réellement et combien on peut suspecter de morts par le Covid, c'est quasi impossible. Alors, les données qui semblent assez fiables, ce sont les données des âges. Tout simplement, c'est qu'en gros, les décès concernant les sujets, de 85% concernent des sujets de plus de 70 ans et pour les moins de 60 ans, c'est de 4 à 5%. Une donnée qui, elle, n'est pas contestable, c'est le fait qu'il y ait 54% d'hommes qui sont touchés. Donc, si on reprend ça, les données que l'on peut avoir, qu'on avait au 12 janvier 2021, on avait 28 297 décès avec la mention de Covid-19, avec toutes les nuances que ça suppose, avec un âge médian de décès de 85 ans, etc. Et seulement 54% de ces certificats de ces décès sont des décès avec la mention Covid. Chez les sujets de moins de 65 ans, seulement 2% n'ont pas de comorbidité, et les comorbidités les plus fréquentes étant cardiaque, comme vous voyez, cardiaque 35%, hypertension 22%, diabète 16%. Donc ce qu'il faut retenir de ça, déjà, c'est que parmi les chiffres qui sont avancés à chaque fois, en gros, on a 54% des décès certifiés électroniquement qui contenaient une mention infection au SARS-CoV-2. Donc déjà, ça nuance un petit peu et ça atténue le nombre de décès. Alors, donc, c'est sûr que c'est ça. Bon. Donc, voilà ce que je disais. Il est impossible d'établir avec précision le nombre de décès de Covid parce qu'il y a de nombreux biais. Que l'on sait, c'est que le confinement a évité des décès liés aux accidents de la circulation, a évité des décès liés aux accidents de travail, vraisemblablement à la propagation de maladies infectieuses par les mesures barrières, notamment gastro-entérite, les grippes. Et en revanche, il y a... donc, ce que je voulais dire par là, c'est que donc il est absolument difficile d'essayer de déterminer tous les chiffres, d'autant plus que les moyens, les codeurs qui sont mis en disposition en France, qui sont donc en liaison avec le CQD, et ça, c'est le docteur Claire Morgan, qui est directrice de l'unité de l'INSERM du CQD, qui nous dit qu'en 2020, il y avait 4 codeurs, en 2012, alors qu'en 2012, il y en avait 12, et qu'en 2021, il n'y en aura plus qu'un, en sachant qu'en Allemagne, actuellement, il y en a 50. Alors, donc, combien de cas de coronavirus, j'ai fini, combien de cas de coronavirus en France? Au mercredi 3 mars 2021, on avait 3 810 316 cas confirmés, rapportés depuis le début de l'épidémie. En la semaine 7, c'est-à-dire la semaine du 15 au 21 février, on avait moins de 20 000 cas enregistrés chaque jour, et avec une proportion de sujets âgés de plus de 75 ans majoritaire. Ce qui fait que et le nombre de décès au 3 mars 2021, il est de 87 452. Donc voilà, c'est pour vous dire, si vous voulez, en ayant 87 000 décès, on se retrouve selon, entre autres, selon la classification qui a été faite par un organisme australien qui s'appelle l'Institut Lowy de Sydney, qui a classé la façon dont les pays, 98 pays au monde ont pris en charge la Covid.
eh bien, nous sommes sur 98, classés 73e. Le premier pays étant la Nouvelle-Zélande, le dernier étant le Brésil. Et donc, nous nous trouvons en queue de paquet, 73e. Voilà. Donc, je voulais juste terminer un mot sur le Taïwan que je connais bien, en ce sens que Taïwan, qui a un tiers de notre population, qui a 180 km de la Chine, qui a 400 000 personnes qui travaillent en Chine. Voilà. Aujourd'hui, pendant la pandémie, a eu 7 morts. Aujourd'hui, depuis, il y en a eu un 8e. Et c'est toute la différence. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous engage les journalistes à étudier ce travail de l'Institut Lowy avec tous les critères qu'ils vont montrer. Et un des critères qui montrent pourquoi deux pays ont été meilleurs que d'autres, la première chose qui arrive, c'est la fermeture des frontières. Ça se répète partout. Après, c'est le dépistage, c'est le traçage, c'est l'isolement des patients et pas l'isolement de la population, et le traitement. Donc, et nous, on attend encore comment traiter nos patients. C'est ce qu'on nous dit, de garder les gens à la maison avec du Doliprane en attendant qu'ils s'aggravent ou qu'ils guérissent. Merci. Merci au docteur Guillaume pour cette présentation. Je précise que les diapositives, parce qu'il y a beaucoup d'informations, seront mises en ligne et à votre disposition. Et nous avons finalement été, pendant toute cette crise, un peu noyés par les chiffres et bizarrement, il y a des chiffres qu'on n'arrive pas à voir. Donc, je passe la parole au docteur Martine Bonner. Merci. Répéter que je n'ai aucun conflit ni lien d'intérêt avec un quelconque laboratoire. Et j'aime à préciser maintenant, ni avec un quelconque membre du gouvernement. Alors, en effet, les chiffres fondamentaux qui nous manquent, pas de diapositive, parce que vous imaginez très bien, et vous le vivez sans doute dans votre chair, l'impact de cette crise sanitaire qui dure maintenant depuis 1 an sur le plan psychologique et psychiatrique est très, très importante. Par contre, les chiffres nous manquent en France. Santé publique France, dont je suis d'ailleurs la référente parlementaire, a lancé une étude qui s'appelle Coviprev, qui démontre qu'il y a maintenant une surconsommation, ou en tout cas une augmentation de la consommation des psychotropes, à la fois anxiolytiques, antidépresseurs. Mais les chiffres fondamentaux qui nous manquent, ce sont les chiffres des tentatives de suicide et malheureusement des suicides réussis. Chiffres qui nous ont été promis cette semaine après plusieurs relances, puisqu'il y a eu une commission des affaires sociales à l'Assemblée parlementaire, à l'Assemblée nationale, et que le délégué ministériel, Franck Bellivier, nous a donné quelques informations très importantes. Une recrudescence des passages à l'acte, c'est véritablement la première fois que ça arrive en France, des passages à l'acte chez les enfants petits, chez les enfants de moins de 10 ans, 9 ans, 10 ans, qui présentent des tableaux cliniques tout à fait désespérants, avec une expression de désir de mort, ce qui est vraiment la première fois, une alerte de la Société française de pédiatrie dans le domaine, puisque il y a une recrudescence du recours aux urgences pédiatriques, mais pour motif psychiatrique. J'aurais bien voulu vous éclairer encore une fois des chiffres, mais c'est impossible. Également, un axe, un point d'attention pour les adolescents de moins de 15 ans qui présentent des tableaux cliniques de souffrance psychique absolument gravissimes. Donc, j'espère qu'à la prochaine conférence de presse, nous pourrons éclairer mes propos par des précisions chiffrées. Merci. Merci, Dr Bonner. Nous allons vous présenter quelques informations donc, sur le travail du groupe des tests. Donc, la parole va être donnée au Dr Aline Salabel, qui est médecin biologiste, et de nouveau au Dr Bonner sur les aspects économiques. Bonjour à tous. Alors, je représente en fait la biologie médicale et nous avons, de par cette pandémie,
eu une place inégalée dans l'histoire de la médecine, puisque désormais, c'est grâce ou à cause de nos tests que nous décidons si nous sommes en pandémie, à quel degré de gravité l'État français est attaqué, etc. Je voudrais donc vous redire, avant tout, les tests de biologie médicale sont au service des médecins cliniciens pour établir un diagnostic. En général, pour poursuivre un patient qui est malade. Les tests PCR ont été utilisés dès le départ de la pandémie pour le diagnostic. Et l'OMS avait alors décidé que le diagnostic, avait alors précisé que le diagnostic de la Covid était fait sur 3 points. Une maladie clinique, des tests biologiques et des tests radiologiques. Et l'ensemble de ces 3 points permettait d'établir un diagnostic. L'OMS précise aussi que les tests biologiques devaient être contrôlés avec une seconde technique PCR explorant d'autres gènes, vu le nombre de faux positifs. Aujourd'hui, donc ces tests sont utilisés en tests de dépistage, ce qui est tout à fait nouveau et du jamais vu. Et donc, nous sommes souvent pris en défaut parce que notre technique n'était pas faite pour cela. D'ailleurs, l'initiateur de la technique avait mis en garde sur une utilité d'un test, la validité d'un test dans ces conditions. Alors, ces tests ont plusieurs limites. Déjà, le réactif en lui-même. Quels sont les sondes qui sont choisis? Quels sont les gènes qui sont testés? Est-ce qu'il y en a 1, 2 ou 3? Au début de la technique, on ne testait qu'un seul gène, par exemple. C'est très dangereux en termes de faux positifs. La plupart, aujourd'hui, on utilise 2, parfois 3. Après, en technique, il nous faut aussi des calibrants, des contrôles. Nous n'avons pas de contrôle de qualité externe. Nous n'avons que des contrôles de qualité interne. Et le troisième critère très important, c'est le seuil d'interprétation. Puisque la PCR nous donne un signal visuel, qui est amplifié, un signal lumineux, si je puis dire, et pour lequel il faut dire à partir de quand il correspond à une réalité physiologique ou pathologique. Et cette règle d'interprétation n'a été fixée en septembre 2020 par la Société française de microbiologie. C'est-à-dire qu'en des mois, nous avons travaillé sans seuil d'interprétation. Donc la Société française de microbiologie, comme l'a dit Gérard, a fixé des seuils, tels que je vous l'ai dit, inférieur ou égal à 33 CT, c'est positif, supérieur à 37, c'est négatif, et entre, on a une zone grise, et soit des positifs faibles, soit des négatifs. Mais par contre, nous n'avons aucune corrélation entre un signal positif, par exemple inférieur à 33, et le caractère malade ou le caractère contagieux. Il nous faudrait, en plus du prélèvement PCR, un prélèvement avec culture virale, ce qu'aucun laboratoire ordinaire ne peut faire, et surtout pas les laboratoires de ville, parce qu'il faut des laboratoires avec des normes de qualité très importantes. Et du coup, nous ne pouvons pas interpréter réellement ce test. On sait toutefois que quand c'est inférieur à 33, ça correspondrait à une charge virale importante. On n'en a pas la preuve, mais on est probable. Mais donc c'est quand même important de rendre la valeur des CT sur les comptes rendus, donner une indication clinicienne. Alors, les seconds tests qui sont apparus depuis la fin de l'année 2020, ce sont des tests antigéniques qui représentent actuellement un tiers des tests environ qui sont pratiqués quotidiennement. Donc, environ, d'après Santé publique France, on aurait environ cette semaine 2 millions de tests réalisés par semaine. Alors, au départ, ces tests antigéniques ont été validés pour le diagnostic de maladies aiguës. Et il y avait une excellente corrélation de tests PCR pour des patients qui étaient cliniquement malades dans les 3-4 premiers jours de la maladie, et ils avaient une excellente sensibilité et spécificité. Puis, l'HAS a décidé qu'ils étaient valides dans toute situation, donc en particulier aussi dans le cas de dépistage. Et c'est là que les problèmes ont commencé, et on a découvert beaucoup de faux négatifs, et curieusement, beaucoup de faux positifs. Grâce
un laboratoire d'écart privé qui a mené une étude formidable qui a permis de se rendre compte qu'un certain test antigénique chinois, qui d'ailleurs a été retiré du marché depuis, rendait beaucoup trop de faux positifs. Et puis, on s'est aussi rendu compte que ces tests de biologie, qui ne sont pas faits en général par les laboratoires, mais qui sont faits par les pharmacies en premier lieu, en deuxième lieu par les infirmiers, n'étaient pas réalisés dans des conditions analytiques demandées. C'est-à-dire que tous ces tests sont réalisés entre 15 et 25 degrés. Ils ont été réalisés sous tente, en général, à l'extérieur, par des températures de moins 4, de 0, plus 4, plus 10. Bref, en dehors des conditions préconisées, et ont rendu beaucoup de faux positifs. Donc, l'ordre des pharmaciens a fait un rappel aux pharmaciens pour bien leur préciser qu'il fallait bien réaliser ces tests dans des conditions nécessaires. Arrivent maintenant les tests salivaires, qui sont des tests PCR. Voilà, et comment simplement être déployé. Donc voilà, pour la question des tests. Merci. Diapositive suivante. Si tu peux revenir à la dia précédente. Voilà. Oui. Alors, rappelez, mais ça a été très bien dit qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des campagnes massives de tests avec ces tests PCR qui sont faits en population générale hors prescription médicale et chez des patients asymptomatiques. Et donc, on vient voir là à quel point tout cela n'a pas de sens. Les cycles d'amplification, je n'y reviens pas, mais j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur le coût de cette machine de guerre. Et en tant que, encore une fois, médecin, mais aussi parlementaire, et je représente une partie des citoyens français, la question qu'on est légitime à tous se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent public aujourd'hui, puisque non, les tests ne sont pas gratuits. C'est vrai que les personnes y accèdent et peuvent en faire plusieurs par jour, mais ces tests ne sont pas gratuits. Le ministre de la Santé se vante que 4 tests PCR soient faits par seconde en France, c'est-à-dire que par jour, on dépense 18 millions d'euros par jour. Et si on rajoute la programmation qui est faite des tests salivaires chez les enfants, là depuis la reprise de l'école après les vacances scolaires, environ 300 000 tests salivaires sont attendus chaque semaine. Donc, on arrive à un coût environ de 120 millions d'euros par semaine. Et tout cela, bien sûr, est complètement décorrélé à l'intérêt médical qu'on peut attendre par rapport à la clinique. Donc, veut-on complètement tuer la sécurité sociale? En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Peut-être donner encore une précision, puisque là aussi, pour pouvoir faire ces tests salivaires à l'école, il a été annoncé la création de 1700 on va dire postes nouveaux qui sont des personnes qui sont appelées les LAC pour faire de la lutte anti-Covid. On comprend bien que les professeurs dans les écoles ou dans les collèges ne souhaitent pas eux-mêmes faire cracher les enfants dans des tubes à essai, on peut le comprendre. Sauf que depuis des années, il n'y a pas suffisamment de médecins scolaires ni d'infirmiers scolaires. Ces nouveaux métiers créés, qui sont que des postes transitoires, rajoutent bien évidemment au surcoût. Et on aurait pu détailler le surcoût, en effet, des prélèvements également. Mais je pense que là aussi, il y aura tout un travail d'affinage à faire pour démontrer à quel point aujourd'hui le gouvernement français dépense de l'argent à tort et à travers. Et aussi, voilà, c'est vrai que Violaine, on a beaucoup travaillé depuis ce matin. Et la question qu'on se posait tous ensemble, très modestement, je demandais à mes confrères si quelqu'un avait compris quel était l'objectif attendu de ces tests que vont subir les enfants à l'école, avec, je le rappelle, la possibilité pour les parents de s'y opposer. Mais dans quel objectif on va faire ce dépistage massif à l'école, d'autant que sont déjà prévues des fermetures des classes si jamais un enfant devait être positif. Et la question que légitimement, en tant que psychiatre, je me pose aussi, c'est celle de la culpabilisation des enfants, c'est celle de la stigmatisation des enfants, c'est celle de l'accompagnement
à la révélation, j'allais dire, si le test est positif et négatif. Et voilà, tout cet impact-là aussi, qui va très largement peser sur le plan psychique, psychologique, bien plus chez les enfants, ce n'est pas une population qui se contamine. On n'a pas aujourd'hui des clusters dans les classes. Donc, à quoi cela sert tout cela? Merci. Nous allons donner la parole au docteur Claire Delval sur la cellule donc traitement précoce. Ça va être court parce qu'on a déjà abordé beaucoup, mais on va redire quand même des messages clés. Hein. Bonjour à tous. Je pense effectivement que c'est pas indispensable, mais oui, il n'y a pas plus de conflit d'intérêts que la fois dernière avec l'industrie. On ne va pas revenir en détail sur le traitement ambulatoire précoce qu'on vous a déjà développé la fois dernière, mais on voulait revenir sur 2 points de détail. On voulait vous dire qu'aujourd'hui, une demande de RTU, c'est-à-dire de recommandation temporaire d'utilisation, est en cours auprès de la NSM pour l'ivermectine. Elle a été déposée le 26 janvier et devant l'absence de réponse, donc la parlementaire Martine Bonner a appuyé cette demande d'un nouveau courrier le 21 février. Pour l'instant, on n'a pas de réponse définitive. L'ANSEM a quand même répondu que dans l'attente, il restait la possibilité pour les médecins traitants de prescrire l'ivermectine hors AMM, hors nomenclature. Et donc, cette possibilité existe, cette liberté de prescription existe, et que la réponse définitive devrait arriver normalement fin mars. En revanche, nous sommes dans l'incompréhension totale de la délivrance du ATU, c'est-à-dire d'une autorisation temporaire d'utilisation pour le balavinimab. L'autorisation temporaire d'utilisation s'adresse à des médicaments nouveaux qui n'ont pas encore d'AMM, contrairement à la RTU qui s'adresse à des médicaments anciens. Cette délivrance devrait être extrêmement prudente et rigoureuse. Et je vais vous citer ici donc la réaction du professeur Molima, qui est chef de service de pharmacologie clinique du CHU de Bordeaux, qui nous a dit « Une ATU délivrée sur un niveau de preuve aussi faible, c'est probablement du jamais vu ». Les médecins ont reçu des messages de la Direction générale de la santé qui nous ont indiqué que le balavinimab allait être indiqué dans une forme légère à modérée chez des adultes à risque, plutôt immunodéprimés, et qu'il serait utile à condition d'être utilisé dans les 5 premiers jours après le début des symptômes. Que l'efficacité de ce traitement pour les variants d'Afrique du Sud et du Brésil n'était pas démontrée. Et on a eu un autre message 2 jours plus tard, de nouvelles consignes, qui nous disait que finalement, ce produit qui est injectable par voie intraveineuse devrait être réalisé uniquement en milieu hospitalier. Donc, on a du mal à saisir. Ça s'adresse à une population qui est au début de la maladie, qui est ambulatoire et qui va devoir aller à nouveau à l'hôpital pour ses injections. Et on connaît la problématique de la saturation des hôpitaux aujourd'hui. Enfin, dans le texte de l'ATU, on peut lire que l'utilisation du balavinimab peut favoriser les pressions de sélection et de mutation. Là aussi, on se pose des questions quand on connaît ce qui se passe déjà. On a déjà d'autres facteurs de pression de sélection de mutation. Alors, on a pu lire que quand on ne comprend pas une décision sur le plan médical, il fallait essayer de chercher les conflits d'intérêts. Effectivement, beaucoup de questions se posent autour de cette délivrance d'ATU et comment notamment expliquer les commandes qui ont été validées avant même que l'autorisation soit accordée. Merci au docteur Delval pour ces rappels et bien entendu, nous sommes très attachés à rappeler qu'il y a des traitements ambulatoires précoces, extrêmement simples, efficaces, peu coûteux, ayant fait l'objet d'un très grand nombre de publications internationales dont on s'étonne que la presse, en tout cas française, ne se fasse pas l'écho. Nous allons redonner la parole au docteur Vincent Rodiquet, qui avait déjà fait une grande présentation sur les vaccins, mais qui nous fait une petite mise à jour depuis la dernière conférence de presse.
Bonjour à tous, je suis le docteur Vincent Reliquet, médecin généraliste. Je suis installé dans le nord de la France. Je n'ai pas plus d'intérêt de conflit et de lien avec l'industrie pharmaceutique que mes collègues ici présents. On pourrait peut-être passer sur la slide directement sur la suivante. Voilà, il faut se souvenir que nous vivons une époque où nous avons tout misé sur la vaccination. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'un traitement sort, il est immédiatement dénigré. Donc, de manière tout à fait officielle, nous cherchons à utiliser la vaccination pour nous sortir d'un péril de santé publique qui reste encore à discuter. Alors, du coup, cette vaccination a démarré en France, elle a démarré dans d'autres pays, et on va le voir, c'est quand même très intéressant d'analyser les pays qui ont de l'avance sur nous. Si on va sur la base de la pharmacovigilance de l'Organisation mondiale de la santé, il y a déjà des choses intéressantes à voir. Je vous rappelle que cette base qui s'appelle VigiAccess est une base qui n'est nourrie que par les informations qui sont délivrées par les États. C'est donc pas du tout une base anti-vax, c'est une base extraordinairement officielle. Personne ne peut revenir sur l'importance des documents qui sont rapportés à VigiAccess. Et on s'aperçoit en 2 mois qu'on a à peu près 177 000 signalements d'effets indésirables sévères. Je ne parle pas de la personne qui a juste 38,5 qui a un peu mal à la tête, c'est des effets indésirables graves. Et alors, chose extraordinaire, quand on regarde sur la page VigiAccess, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu un seul décès d'enregistré dans aucun pays qui a été transmis à l'OMS. Aucun pays au monde a officiellement validé le fait qu'il y a eu un mort lié à la vaccination, ce qui est complètement hallucinant. Donc, c'est déjà une information importante. On n'a pas les chiffres réels. On nous donne des choses qui ont l'air pas très avenantes, 180 000 effets indésirables graves, et on n'a aucun décès. Je vous rappelle, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser l'ivermectine, c'est très mal, et même quand on en parle, on est convoqué au Conseil de l'ordre, et bien que pour l'ivermectine, en 480 mois, c'est-à-dire en 40 ans de prescription, on a 4600 effets indésirables possibles qui ont été décrits à VigiAccess. Donc c'est pour vous montrer quand même la différence absolument incroyable de tolérance qu'il y a entre de l'ivermectine et les vaccins anti-Covid. Une chose importante sur cette slide, je rappelle qu'il n'y a vraiment plus de discussion aujourd'hui anti-vax ou pro-vax, tout le monde est d'accord. À partir du moment où on décide de faire un recueil spontané des effets indésirables d'un vaccin, on se coupe de 90 à 99% des effets indésirables réels. Donc, ces chiffres-là sont probablement minorés d'un facteur 100. C'est quand même énorme. Si on peut passer à la slide suivante. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je vous rappelle qu'il y a 2 mois, l'État d'Israël a vacciné d'une manière extraordinairement volontaire les personnes âgées les plus vulnérables, et que à ce jour, ils sont arrivés à 90% des personnes âgées vulnérables vaccinées. Donc, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe. Alors, c'est quand même une situation qui est très intéressante parce qu'ils sont en période de campagne électorale. Ce qui veut dire que au niveau politique, il est absolument hors de question de se retrouver avec un effort de santé publique qui va être dramatiquement mauvais. Et en plus, l'État israélien a passé un contrat secret avec la firme Pfizer pour que Pfizer ait la totalité des données de santé israéliennes afin de pouvoir les traiter en interne. Donc, il y a cette espèce de paradoxe. C'est un grand État démocratique, avancé sur le plan industriel. C'est très intéressant de voir ce qui se passe une fois qu'on a vacciné 90% de sa population fragile. Il faut se rappeler que le New England Journal of Medicine a sorti un article dithyrambique, on s'y attendait, annonçant que 93% d'efficacité sur la vaccination Pfizer. Bon, c'était attendu, puisque de toute façon, c'est Pfizer qui fait la communication et c'est Pfizer qui fait les vaccins. Donc, qu'est-ce que ça donne réellement? Si on veut prendre trois pays, alors vous les voyez peut-être pas très bien. En fait, j'ai voulu vous montrer ici la Suède, l'Afrique du Sud et Israël. Pourquoi? Parce que la Suède n'a pas confiné et commence à vacciner. L'Afrique du Sud a très peu vacciné. Je me rappelle qu'ils ont eu des pépins avec le vaccin AstraZeneca qui a immédiatement démontré
que la Covid avait échappé à la vaccination. Et bien, qu'est-ce qu'on voit en fait? Il y a juste une chose intéressante, c'est que tout le monde a une courbe en cloche à peu près identique, mais qu'à la fin des fins, c'est-à-dire au 1er mars 2021, vous avez une statistique de mortalité pour Israël, Suède et Afrique du Sud absolument identique. À quoi ça sert d'avoir vacciné tout ce monde-là, d'avoir dépensé une fortune astronomique pour arriver au même résultat que l'Afrique du Sud? C'est quand même absolument hallucinant. Donc, derrière, je pense que nos politiciens devraient déjà comprendre que vacciner une population et la vacciner le plus possible, ça n'apporte rien. Alors aujourd'hui, on fait la chasse aux non-vaccinés, on menace certains salariés de ne pas d'être licenciés s'ils ne se vaccinent pas, parce qu'en fait, on se cherche un bouc émissaire pour une politique de santé publique qui est totalement inefficace. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà, alors, par contre, là, on a quand même deux personnes qui sont intéressantes. On a Céliman, qui est un ancien de l'IHU de Marseille, qui est un médecin, et Yatif, qui est un statisticien. Tous les deux, ils ont travaillé sur les données qui ont été transmises par les instances officielles israéliennes, et pour eux, ils n'ont absolument pas la même vision de l'article du New England Journal of Medicine, et eux annoncent que la vaccination a tué environ 40 fois plus de personnes âgées que la maladie elle-même n'en aurait tué. C'est quand même déjà, on a vu qu'au final, ça ne marche pas, mais qu'en plus, pendant la vaccination, c'est une vraie catastrophe. Et puis alors, pour les gens les plus jeunes, et ben alors là, c'est encore pire, puisque parmi les classes les plus jeunes, ces chiffres sont aggravés par les taux de mortalité à 260 fois ce que le virus Covid-19 aurait réclamé dans le même laps de temps donné. Voilà, j'ai sorti, vous avez en dessous le lien, je n'invente rien, c'est traduit de l'anglais, évidemment, puisque ça a été, la première communication a été en hébreu, puis ensuite en anglais. Bon, et alors, c'est une chose intéressante, parce que ça, on n'arrête pas de le lire dans l'association où je travaille à l'EMSIB. Vraisemblablement, les cas asymptomatiques avant la vaccination et ceux infectés peu de temps après la première dose ont tendance à développer des symptômes plus graves que ceux qui sont non vaccinés. Eh bien, ça, c'est l'effet anticorps facilitateur qu'on n'arrête pas de décrire. On a déjà démontré sur des vaccins type vaccin contre la dengue, et c'est une catastrophe, mais on le savait déjà à la base. Bien, donc voilà, pour ce qui est de cette étude New England Journal of Medicine, et puis alors on a aussi des papiers qui sortent en français, François, qui nous démontrent que probablement on est face à encore une nouvelle étude falsifiée, avec une invention de groupes témoins, de patients non vaccinés. Il y a plusieurs dizaines de milliers de patients qui ne peuvent pas techniquement avoir existé. Bon, c'est quand même tout à fait interpellant. On a déjà eu un faux papier dans le Lancet et on a probablement aujourd'hui quelque chose qui sert à justifier la politique vaccinale actuelle, c'est un faux papier dans le New England. Alors, dernière chose intéressante, voilà, vous voyez ce qui se passe à Mexico. Mexico, pas de vaccin. Mexico, l'ivermectine, parce qu'ils sont pauvres, et puis que l'ivermectine, ça coûte rien. Vous avez à gauche les hospitalisations, vous avez à droite les décès. Bon. Alors, on est des... Pardon ? Sous ivermectine, bien entendu. J'ai dit, je peux dire. Non, si, mais tu n'as pas dit que ces courbes étaient liées. Alors, donc, on n'a pas vacciné, on n'a rien donné d'autre que de l'ivermectine à la population de Mexico City, et voilà le résultat. Mais ces courbes sont formidablement éclairantes. Mais quand on défend ces courbes, on se retrouve face au Conseil de l'ordre. C'est quand même absolument hallucinant. Dernière chose, et puis on va terminer sur la dernière slide. Voilà, ça c'est quelque chose qu'avait écrit Jacques Testard, qui est quand même quelqu'un qui quand même réfléchit et puis qui en plus pense de manière favorable à la vaccination, puisqu'il dit se vacciner, c'est à coup sûr bénéfique pour soi, mais Jacques Testard écrit qu'il vaudrait mieux, même si c'est bénéfique pour une personne, qu'on s'en abstienne, parce que vacciner induit les variants. Et qu'en induisant les variants, on peut se retrouver un jour avec un virus colossalement plus pathogène que les Covid-19 qu'on a aujourd'hui face à soi. Vous voyez, l'argument responsabilisant, si tu ne te fais pas vacciner, tu fais courir un risque aux autres, se retourne en faisant de chaque vacciné un nouveau foyer potentiel. Se vacciner à coup sûr bénéfique pour soi, peut-être irresponsable pour l'espèce. Il va quand même très très loin. Le choix de ne pas se vacciner pourrait illustrer l'inversion de la responsabilité telle que définie par les injections officielles au nom du souci des autres. Ça veut dire que c'est aujourd'hui les gens qui ne se vaccinent pas qui mettent pas la population en danger. C'est tout à fait autre chose. Voilà, merci beaucoup.
C'est clair. Merci au docteur Olivier. On remet bien sûr tout ça en perspective, hein, parce que vacciner, on doit évaluer le bénéfice-risque. Et aujourd'hui, avec le recul qu'on a sur la pathologie, qui effectivement touche des sujets essentiellement âgés pour ce qui est du nombre des décès, hein, au-delà de 84 ans, il faut remettre tout le contexte en perspective et également le fait qu'on a voulu développer ces vaccins en urgence et que les dossiers pharmaceutiques sont extrêmement incomplets, les recherches de doses ont mal été faites. Donc voilà ce qui se passe quand on va un peu trop vite. Alors, nous avons la cellule masque qui a travaillé également. La parole est au docteur Olivier Boumandil avec le micro. OK. C'est vrai qu'il faut changer la caméra donc. Merci. Alors, c'est parti. Donc, je suis un docteur Boumandil, je suis médecin radiologue, installé en libéral et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je participe très peu aux réseaux sociaux et donc je vais vous présenter le travail de notre cellule de réflexion et un travail qui a été partagé ici auprès de tous les membres de la coordination santé. Donc, on a, à la demande de la coordination, on a mené un travail sur les masques qui est assez considérable, vu ce qui s'est passé ces 12 derniers mois. Et j'ai essayé ici de synthéser un peu notre réflexion, en particulier devant la généralisation du port du masque à tous les niveaux dans notre pays, dans la rue, dans les écoles, en dehors des zones typiquement à risque, que sont les centres de soins où se trouvent les patients les plus vulnérables. C'est particulier comme moyen de réduction des risques, puisque ça consiste à protéger tout le monde et surtout les moins vulnérables à cette infection. Et que c'est un moyen, le masque, qui n'évite ni le contact, ni la vectorisation, une fois qu'on a touché le masque, ou par la transmission manuportée, pour laquelle il y a bien sûr le gel hydroalcoolique, et que la transmission est actuellement un processus sur lequel les chercheurs continuent de beaucoup travailler et qui est partiellement connu. Au point de vue efficacité comparée des masques, vous avez ici deux petits schémas, un schéma que vous connaissez tous sur les différents types de masques et leur niveau d'ultrafiltration. Les masques qui sont utilisés sont les masques chirurgicaux de type 1, de type 2, des masques qu'on appelle les 1R et les 2R, et qui protègent progressivement entre 90% et 98%. Vous avez la taille de la particule à côté. En gros, en bleu, c'est une bactérie. En tout petit, c'est le plus petit de nos virus, le parvovirus. Et bien sûr, le SARS-CoV-2 n'est pas sur cette planche parce que vous ne voyez pas, il mesure entre 9 et 12 nanomètres. L'efficacité des masques portés est une efficacité qui a été jugée dans le fait d'aller de l'intérieur vers l'extérieur, pas contaminer les gens. Et c'est une capacité d'ultrafiltration. Et bien sûr, quand on s'intéresse à l'efficacité des masques portés par des malades atteints du Covid-19, vis-à-vis de la contamination potentielle d'autres sujets, on a vraiment du mal à trouver dans la littérature des données spécifiques sur ce sujet. La diapositive suivante, il va préciser ça sur l'ultrafiltration. Donc, je vous ai dit virus de très petite taille, qui est transporté par les gouttelettes, en fait, dans ce qu'on appelle l'aérosolisation, dans l'aérosol, les petites gouttelettes de salive, qui mesurent entre 5 et 10 micromètres. Et ces gouttelettes, normalement, ne passent pas les masques. Mais quand on s'intéresse de plus près à ce problème-là, la taille des gouttelettes qui est définie dans ce type-là et la taille du virus qui est normée à 3 micromètres, on n'a que l'information du sens intérieur vers extérieur, bien sûr, et les masques protègent, pour ce qui est des masques chirurgicaux, 95% jusqu'à 98% dans les deux types de masques chirurgicaux, et le seul masque qui protégerait absolument à 99,9%,
c'est le masque qui est utilisé en NRCB et c'est ce masque que vous avez à droite sur la photo qui s'appelle le masque Rocco. Diapositive suivante. Très peu d'études comparatives sur les différentes qualités de masques, surtout quand on s'intéresse aux masques d'importation suspects et aux masques qui rentrent un peu de tous les côtés. Si vous achetez au marché aux puces, vous comprenez bien que vous n'avez pas le même type de masque, le masque chirurgical que vous trouvez au bloc opératoire. Cette étude à Basique est une étude danoise qui est très intéressante parce qu'elle a comparé avant et après port du masque ce qui se passait en cherchant à démontrer que avant et après port du masque, il y avait un gain d'efficacité de 50% dans le risque de se contaminer. Et ce qui sort de cette étude, c'est une absence de différence significative au seuil de 50%, c'est-à-dire que la protection conférée est d'un peu moins de 50%. Et c'est curieux, parce que les gens qui portent un masque pensent être protégés à 100%. Et ça induit des attitudes qui sont un peu contre-productives dans la mesure où deux personnes qui portent le masque et qui se connaissent bien vont avoir tendance à se rapprocher en se pensant sécure. Diapositive suivante. Donc, au point de vue toxicologie, c'est des études un petit peu plus fines, mais qui ont montré que certains types de masques pouvaient contenir des nanoparticules d'argent à visée antiseptique. Bien sûr, c'est des masques qu'on dit isolants ou avec application d'un film antiviral ou des particules de dioxyde de titane. Et ça a été le cas d'une société belge, qui s'appelle la société Avros, qui a dit très récemment, mieux vaut porter ce masque que pas de masque du tout. Et puis, mais il y a à présent des masques alternatifs disponibles et mieux vaut porter un autre masque que le nôtre. Et puis finalement, face à la toxicité potentielle des masques de la société Avros, les autorités ont décidé de le retirer de la circulation le 24 février. Diapositive suivante. Ça, c'est le comportement du port du masque dans l'Union européenne. Alors, les couleurs sont les personnes qui portent tout le temps le masque en vert et les personnes qui ne le portent pas du tout en bleu. Et vous voyez qu'en Suède, et c'est normal, puisqu'en Suède, on a fait appel à la responsabilité des gens, beaucoup de gens ne portent pas de masque, et le port du masque systématisé est de l'ordre de 10%. Ça s'est un peu accentué récemment sous l'impulsion de l'Académie de médecine suédoise. Mais quand on monte vers les pays où le masque est porté systématiquement, on trouve presque en haut la France et au maximum l'Espagne. Vous voyez que le port du masque systématique généralisé en France, c'est de l'ordre de 90% aujourd'hui. Il y a bien sûr, en dehors de ce fait de porter le masque, un principe de proportionnalité qui consiste à porter le masque parce que ça augmente la distance, le risque de franchir la distance interpersonnelle critique. C'est sûr que quand vous voyez quelqu'un avec un masque, vous n'avez pas envie de trop vous rapprocher spontanément. Et donc, c'est beaucoup là-dessus qu'on a joué. Et avec une certaine proportionnalité qui consiste à réduire la mobilité des gens au maximum, Portugal, Angleterre actuellement, ou alors à réduire l'exposition au maximum, la Chine, malade, on le prélève, et des situations intermédiaires vis-à-vis de la transmissibilité du risque de contamination et de contagion, on est dans des zones plus incertaines. La diapositive suivante. La mise en application des mesures, je vais vous passer le film des prises de décision et de l'application des masques, vous travaillez sans masque, mais c'est pas risqué, pas de port de masque systématisé, ça sert à rien. Il faut porter le masque un peu plus, on va vous les fournir, et puis on vous les fournit pas, mais vous allez l'acheter, et puis finalement, un gouvernement qui impose le port du masque à tout le monde, dans les lieux publics jusqu'à l'âge de 11 ans, et c'est Patrick Pelloux qui finalement appelle la population à porter le masque tout le temps, même dans la rue, le 20 juillet. Et ces recommandations en matière de port du masque ont cessé d'évoluer, de changer et de donner lieu à des controverses qui d'ailleurs alimentent l'idéologie ambiante. Cette obligation de porter le masque en extérieur, on a décidé de la laisser aux soins des préfets qui peuvent imposer la décision du port du masque en extérieur, c'est-à-dire en forêt, dans les parcs, et où finalement le préfet souhaite imposer cette décision. Diapositive suivante. Les effets néfastes du masque, une étude qui a été publiée sur 343 professionnels de santé et qui montre qu'il génère des maux de tête dans le quart des cas,
de la sécheresse nasale oculaire et qui perturbe la flore cutanée. Vous avez tous en mémoire ces images d'impétigo, d'infections, des choses de ce genre, et qui génèrent aussi, dans 5% des cas, des troubles cognitifs, savoir, des troubles de concentration, d'attention, etc. 9 personnes sur 10 interrogées dans le personnel de santé se plaignent de ce genre d'affaires. Suivante. Les conséquences psychiatriques. Port du masque suscite ce qu'on appelle une indifférenciation de la communication. Il est difficile de communiquer avec les yeux. Essayez de lire la vérité dans les yeux d'un autre, vous verrez. La difficulté de perception, l'angoisse, la peur, la colère sont masquées et difficiles aussi à détecter pour les soignants. C'est-à-dire qu'on ne voit pas quelqu'un qui crie de détresse sous un masque. C'est un changement du mode relationnel. L'accès est difficile pour les états de dissociation, les tensions qui sont plus difficiles à diagnostiquer et de façon prévisionnelle, il a été établi dans une étude que le taux de chômage mondial devant s'accroître, aux alentours des 5%, c'était une estimation en marge haute, on prévoyait un taux de suicide accompli qui allait également s'élever et qui serait de l'ordre de 10 000 sur une prévisionnelle de 5%. C'est-à-dire que si le taux de chômage monte à 15%, vous ferez vous-même les conclusions. C'est suivante. Les recommandations en pédiatrie. En pédiatrie, la Société française de pédiatrie a recommandé le 14 septembre 2020 qu'il était urgent de rappeler combien les bénéfices éducatifs et sociaux apportés par l'école étaient très supérieurs au risque d'une éventuelle contamination par le Covid-19 chez l'enfant en milieu scolaire. Une diapositive que je n'ai pas mis ici, c'est le taux de mortalité avec l'âge et qui s'effondre quand on va dans les tranches d'âge les plus faibles. Au-dessous de 15-10 ans, il n'y a quasiment pas de mortalité et les infections ne donnent pas lieu à des phénomènes cliniques bruyants, ce qui est plus ou moins synonyme d'une charge virale faible. L'OMS et l'UNICEF ont d'ailleurs ratifié ces recommandations en disant que la capacité pour l'enfant d'utiliser un masque correctement en toute sécurité était assez faible. Il y a qu'à voir les enfants, comment ils pratiquent le masque à l'école, en cours de récréation, pour voir ce qu'il en est, pas tous. Et ainsi, le décret du 29 octobre 2020 est en totale contradiction avec les recommandations de l'OMS qui recommande le port du masque chez les jeunes enfants comme devant demeurer une exception. C'est l'OMS et l'UNICEF qui le disent. Diapositive suivante. L'impact psychologique sur les enfants, il est assez grave. Les masques faciaux bloquent chez le petit, sous l'âge de 8 mois, ce qu'on appelle la signalisation, c'est-à-dire que l'enfant est incapable de percevoir les mouvements des lèvres de sa mère, et ces procédés de signalisation sont essentiels dans le développement psychomoteur de l'enfant. Les enfants semblent aussi moins attentifs et s'impliquer moins dans les échanges, ce qui conduit à l'appauvrissement des interactions. Dès qu'ils ôtent leur masque, les professionnels de l'éducation, les maîtres d'école, observent que ces enfants sont plus attentifs, plus éveillés, plus interactifs. Donc, il y a quand même un facteur presque déclenchant. Ils regardent mieux les visages, la bouche de l'adulte. Et actuellement, on voit dans les milieux associatifs se développer, et c'est une chance, je pense, des parents dans toute la France qui se sont rassemblés sous la bannière d'un collectif qui s'appelle le Collectif national Enfance et Liberté, et qui se joignent au collectif des patients atterrés du 72, c'est la Sarthe, je crois. Ils saisissent ensemble le Conseil d'État en référé au sujet du décret du 15 janvier 2021 qui a prolongé le décret du 29 octobre en permettant de masquer les tout petits à l'école. Voilà, je rends le micro. Merci beaucoup. Prochaine cellule de travail, la cellule qui a créé la section sport sur ordonnance. Je passe la parole au docteur Claude Verrès. Oui, merci. Je précise que moi non plus, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, notre objectif est de prendre soin de la population et aujourd'hui, la population ne va pas bien. Et tout le monde sait que le sport est important pour la santé psychique et physique. Et quand les gens vont bien, le système immunitaire va bien et nous savons que c'est un des meilleurs moyens de prévention des maladies. Donc, nous avons mis en place cette session sport sur ordonnance. Elle se déroule tous les dimanches à 11h. À peu près, ça dure 45 minutes.
Et c'est une action identique dans toutes les villes. Et nous avons commencé le 7 février. Alors, ça consiste en 2 sessions d'une durée d'à peu près 15 minutes chacune. La première, c'est ce qu'on appelle la session sport olympique. Et elle consiste à travailler des mouvements de sport. Et la deuxième est plutôt axée sur la danse. Et tout se passe en musique. Et cette musique changera régulièrement par la suite. Concrètement, les gens s'organisent en équipe locale. Et l'organisation et les tutoriels se trouvent sur le lien qu'on trouve sous le titre, c'est du sport sur ordonnance. Et demain, ça aura lieu à Paris à 11h, donc pour tous les Parisiens, venez, j'espère que vous viendrez nombreux nous retrouver. Et ailleurs en France. Place de la République. Et ailleurs en France. Et ailleurs en France, et la liste des villes se trouve aussi sur le site. Voilà, merci. Donc, merci au docteur Verès. Et juste, nous pouvons préciser que nous avons appris que le préfet de l'Aude interdisait ce sport sur ordonnance, alors que tout s'était extrêmement bien passé à Carcassonne depuis 3 semaines. Et comme les personnes présentes et organisatrices souhaitent maintenir cette action sur laquelle on a beaucoup de retours positifs et qui fait du bien, le préfet a préféré que cela se passe sous l'égide d'une manifestation, ce qui nous étonne, puisque là, on maîtrise nettement moins bien les choses. Et nous sommes tous ici autour de la table très attentifs à ce que la population reste dans l'unité, qu'on n'aille pas sur des bains de sang à l'avenir. Hein. Il y a des choses extrêmement complexes qui se passent avec des états émotionnels très perturbés. Donc, nous sommes un peu étonnés. Alors, il y a un nouveau préfet de l'Aude qui arrive la semaine prochaine. On va espérer qu'il fasse preuve de plus de raison. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait vous dire. Nous allons passer sur la diapositive suivante avec donc juste un message court. Au titre du collectif Laissons les médecins prescrire, nous avions écrit à la défenseure des droits. Donc là, vous avez toutes les questions qui ont été posées. Il y en a sur 2 pages, donc on peut déjà passer sur la diapositive suivante. J'ai été en entretien téléphonique. Ensuite, le docteur Bonnard a été sur site, également relancé cette fois-ci au titre de la coordination santé libre qui s'est réapproprié le projet. Et nous n'avons pas de réponse à ce jour à l'ensemble des questions posées. Donc, ce document va être public. Et nous encourageons les journalistes, plutôt que d'essayer de savoir quel médecin fait ci, fait ça, est retraité ou pas, peut-être à obtenir des réponses à toutes les questions qui sont dans ce document. Je pense que ça sera plus utile pour la population. Voilà, diapositive suivante. Donc, on viendra éventuellement au courant, mais on aimerait bien lire les réponses dans la presse. Donc, pour finir, nous allons redonner la parole au docteur Éric Ménard qui va nous présenter finalement les résultats du travail de la session de cette semaine du Conseil scientifique indépendant. Merci Hélène. Bonjour à tous. Je veux rappeler que donc, si le Conseil scientifique indépendant a été créé sous l'impulsion de la coordination et si nous travaillons avec les différentes cellules, en relation avec les différentes cellules de la coordination, nous travaillons de façon totalement indépendante et les conclusions que je vais vous indiquer maintenant sont le fruit du travail que nous avons fait ensemble dans notre conseil scientifique et uniquement ensemble. Pour aujourd'hui, nous avons voulu communiquer sur 3 thèmes qui nous paraissent devoir être pris rapidement en compte pour permettre à tous de mieux vivre en toute sécurité. Premier thème, le port du masque en classe. Après étude de la bibliographie internationale, car c'est ça notre travail, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain, de le mettre en relation avec les études et d'essayer d'avoir une vision et une observation très objective de ces études. Nous avons toutes les raisons de penser que le rapport bénéfice-risque du port du masque en classe est très négatif et fait beaucoup de tort à nos enfants sans améliorer la protection de la population. Mon confrère Olivier vient déjà nous en parler un peu. Ils sont sans aucun doute, ces enfants, les premières victimes des effets néfastes du port du masque en permanence.
des mesures d'oxymétrie réalisées par plusieurs observateurs dans plusieurs pays, ou encore des mesures de l'air expiré sous un masque nous inquiètent beaucoup quant aux effets délétères, sans parler bien entendu des effets secondaires ORL et dermatologiques largement rapportés par nos confrères et par les parents. Si seulement ce port de masque en classe était réellement efficace pour enrayer la contagiosité du virus, on pourrait peut-être accepter certains effets indésirables. Mais nous savons qu'il n'en est rien. En effet, s'il y a bien un endroit où la contagion est particulièrement basse, c'est bien dans les classes quand les enfants sont sagement assis à leur place en train de travailler. Si les enfants peuvent peut-être se transmettre le virus, ce serait plus sûrement en dehors des heures de cours. Alors pourquoi les contraindre inutilement pendant les cours, au moment où ils ont le plus besoin d'être concentrés avec une oxygénation cérébrale optimale? Sans parler évidemment de l'impact psychologique de cette muselière ou encore de la toxicité des microparticules présentes dans les masques que le ministère de la Santé n'a toujours pas évalué. Le CSI demande donc instamment que le gouvernement supprime l'obligation du port de masque en classe afin que les enfants puissent étudier sans cette contrainte inutile et inefficace en termes de santé publique. Nous réclamons également des études sur les impacts médicaux et psychologiques de ces masques chez des enfants en pleine croissance. Le port du masque est un acte médical et sanitaire et à ce titre doit répondre aux mêmes critères que n'importe quel traitement. Des études fiables et claires sur son service médical rendu et sa balance bénéfice-risque qui apparaît très négative chez nos enfants. Si le gouvernement devait persister dans ces règles injustes et infondées, il est certain que les parents auront à cœur de lui demander des comptes, c'est déjà en cours, et ces derniers doivent savoir qu'ils auront l'appui plein et entier du conseil scientifique indépendant qui pourra leur apporter toutes les références bibliographiques pour appuyer leurs plaintes et faire valoir leurs droits. Deuxième sujet qui nous paraît prioritaire, la réouverture des restaurants, en ville en particulier. Au même titre qu'aucune étude n'a montré l'intérêt sanitaire des masques en classe, il n'a pas été prouvé que la fermeture des restaurants améliorait le contrôle de la contagiosité du virus. Toutes les études montrent que c'est à l'intérieur des foyers que la contagion se fait principalement. D'ailleurs, beaucoup de pays ont gardé leurs restaurants ouverts sans aucun problème épidémiologique. Surtout qu'avant leur fermeture, les restaurateurs avaient fait d'énormes efforts pour respecter les gestes barrières. La punition a donc été double lors de leur fermeture. Non seulement on les étrangle économiquement, mais on ne prend même pas en considération tous ces efforts qui avaient demandé des dépenses significatives. La fermeture des restaurants représente pour le CSI un déni de science. Elle ne repose sur aucune preuve épidémiologique. Mais peut-être pire encore, elle prouve l'absence totale de confiance que le gouvernement a envers les Français en général et les professionnels de la restauration en particulier. Le Conseil scientifique indépendant réclame donc que le gouvernement permette une réouverture immédiate des restaurants. Il est temps de faire confiance aux restaurateurs qui ont parfaitement compris comment gérer le risque sanitaire et qui ne sont en aucun cas coupables de l'évolution des chiffres épidémiologiques qui feront l'objet d'une prochaine prise de parole de notre Conseil scientifique. D'ailleurs, les restaurants sont fermés dans toute la France et pourtant les chiffres de l'épidémie sont très différents d'une région à l'autre, ce qui montre bien que nos restaurateurs ne sont pas en cause. L'expérience des autres pays où les restaurants sont ouverts le montre bien. Dernier point, pour aujourd'hui, dont le Conseil scientifique voulait vous parler, c'est l'importance de la prévention. Nous avons suffisamment d'arguments scientifiques aujourd'hui pour penser qu'une démarche préventive, proactive, pourrait réduire de façon importante les risques de symptômes liés au coronavirus et donc le nombre d'hospitalisations et de formes graves. Une réflexion de base paraîtra évidente à tous. Nous sommes face à un seul virus, même s'il mute régulièrement. Or, ce même virus peut donner chez une personne une infection totalement asymptomatique et chez une autre une maladie mortelle. Il n'y a qu'une seule conclusion à ce fait. La gravité de la maladie ne dépend pas du virus, mais essentiellement des capacités de défense de l'individu, de son mode réactionnel, de la qualité de son système immunitaire. Et il y a tellement de choses qui ont montré leur impact sur les défenses immunitaires de l'être humain. D'abord, des démarches d'hygiène de vie. Manger sainement, boire aussi d'ailleurs, boire de l'eau, un peu de vin, bouger, sortir, respirer, mais aussi aimer, vivre dans la joie et la paix.
Et que fait-on depuis un an? On nous enferme et on nous fait vivre dans la peur, dans la haine et dans la guerre. Alors oui, nous sommes en guerre contre un virus, mais est-ce que nous n'aggravons pas l'impact et sa gravité en entretenant la peur dans la population, en la confinant dans des appartements parfois petits et mal aérés, en leur interdisant de sortir, de voir leurs proches et tout simplement de vivre? Mais on peut aller bien plus loin dans la prévention. Nous reprenons ainsi à notre compte les propositions déjà exprimées par la coordination santé libre, à savoir supplémenter en vitamine D tous ceux dont le taux sérique est trop faible, à commencer par tous les seniors dans les EHPAD et autres établissements de santé. Supplémenter en zinc tous ceux dont le taux sérique est trop faible, à commencer par toutes les personnes fragiles ou à risque à cause de leur comorbidité. Inciter la population à une alimentation plus riche en vitamine C et éventuellement à se supplémenter régulièrement en cette vitamine. Envisager un apport de probiotiques chez les plus fragiles. Ces 4 éléments sont la base d'un système immunitaire optimal et les études se comptent par centaines pour prouver sans l'ombre d'un doute leur efficacité sur nos défenses. Ils doivent être proposés par tous les médecins traitants en fonction des besoins de chacun, car nous voulons que le médecin généraliste soit remis au cœur de notre système de santé. D'autres approches complémentaires, comme la relaxation, la sophrologie, le yoga, le qigong, le sport, la phytothérapie, peuvent être envisagées suivant la situation particulière de chaque personne, de ses habitudes et des conseils de chaque thérapeute qui l'accompagne. Nous tenons à votre disposition la très riche bibliographie existant autour de ces questions. Nous demandons donc aux agences de santé de se positionner sur ces questions de prévention et d'édicter au plus vite des recommandations de bon sens qui ne peuvent qu'améliorer la santé de nos concitoyens et donc de désengorger les hôpitaux, réduire les formes graves et les risques de Covid long, mais aussi permettre à tous de retrouver plus rapidement une vie plus équilibrée. Évidemment, ces démarches préventives seront complétées par un traitement ambulatoire précoce à chaque fois que cela sera nécessaire. Mais ce sera le sujet d'une prochaine intervention du Conseil scientifique indépendant. Je vous remercie de votre attention et je pense que nous sommes arrivés au temps de quelques questions, peut-être des journalistes présents ici ou en visio. Voilà, donc avant de prendre les questions, merci à toutes les personnes qui ont pris la parole, merci à tout ce groupe de travail. Et nous voulons aussi remercier tous les citoyens qui soutiennent la coordination santé libre, qui sont très nombreux, et également tous les dons qui ont été faits aux différents collectifs et qui nous permettent de travailler. Nous sommes donc disponibles pour les questions. Oui, bonjour. Je voulais savoir, par rapport au dossier qu'il y a eu dans Libération, par rapport à la précédente conférence, est-ce que vous avez exigé un droit de réponse? Alors, je me permets de prendre la parole, car nous sommes ici présents les 3 personnes qui ont non seulement exigé, mais envoyé un droit de réponse, à la fois pour le journal papier et pour le site. Cette réponse a été envoyée par notre avocat. Nous sommes avec le docteur Gérard Guillaume et le professeur Christian Perron, donc tous les 3 co-signataires de cette demande, qui a été transmise cette semaine au journal. Vous avez eu un retour pour l'instant de leur part? Ça a été transmis cette semaine. D'accord. Oui. Oui, moi j'avais une question par rapport au port du masque en classe. Est-ce que vous préconisez le protocole recommandé par Carlo Bouza, l'opération Oxychild, donc avec la mesure des oxymètres par les parents le matin avant d'aller à l'école, et puis la mesure le soir à la sortie de l'école? Alors, Martine va vous répondre de façon plus détaillée sur ce protocole et sur l'édition par la coordination. Au niveau du conseil scientifique, nous avons beaucoup discuté de cette question. Et pour nous, il n'est pas question d'attendre des tests pour enlever le masque en classe. Qu'il y ait des études qui soient faites pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien, etc. Mais primum non nocere. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve de l'intérêt épidémiologique. Nous savons que la balance bénéfice-risque chez les enfants du port du masque en classe est négative. Donc, il n'y a pas de raison d'attendre des hypothétiques études. On nous a déjà fait le coup avec Discovery, pour lesquelles on n'a jamais eu les réponses. Je pense que ce n'est pas utile d'attendre ça pour prendre la décision de la mesure, ce qui n'enlève rien à l'intérêt de cette étude. Pour la prise de conscience, notamment des parents.
Alors, je vais compléter peut-être les réponses la réponse qui vient d'être faite et peut-être aussi tout à l'heure, Olivier Boumaniel, vous avez mis en évidence les répercussions très importantes du port du masque constant chez les petits à l'école. Et c'est vrai qu'il vient d'avoir en plus une enquête, il y a eu 600 professionnels de la petite enfance qui ont été interrogés. Et les réponses à ces questionnaires sont absolument incroyables, avec toutes les conséquences socio-affectives, les conséquences sur la communication et l'interaction entre les enfants. Donc, oui, je vais complètement, bien évidemment, dans le sens, et nous faisons confiance dans ce collectif au Conseil scientifique indépendant. Donc, nous souhaitons au plus vite que l'Éducation nationale écoute les recommandations du Conseil scientifique indépendant. Pour vous répondre précisément par rapport aux actions mises en place par Réaction 19, le collectif Enfance et Liberté, en effet, l'éveil de tous les parents est absolument important. Et pour aller au-delà de ce qui a été fait par Maître Brusa, qui récolte et qui continue à récolter, en effet, les mesures de saturomètre, enfin le taux d'oxygène le matin et après le port du masque pendant plusieurs heures par les enfants. À différents endroits, et y compris en Alsace, nous allons reproduire une étude avec le même protocole, mais en présence d'une équipe, d'un médecin généraliste, d'infirmiers libéraux qui seront présents. On va reconstituer une classe, mais aussi en présence d'un huissier qui pourra complètement valider les mesures avant et après ce port de masque. Je pense que c'est très important et on a déjà une petite idée des résultats. Question suivante. Merci. Pendant que la question émerge, je vais faire une petite précision nosologique, même si je vais voir que c'est loin du détail, mais le CSI ne fait pas de recommandations. Par contre, nous faisons une réelle demande au gouvernement de prendre en considération les études qui sont à notre disposition pour revoir leur copie au niveau des lois ou des obligations qui sont actuellement en cours. C'est juste une petite précision. Concernant les vaccins, est-ce que c'est exact, selon vous, de dire que l'on est dans un essai thérapeutique à grandeur nature? Alors, c'est partiellement exact. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un développement de médicaments, on fait des études cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, et la phase 3 est cette phase qui permet de demander une autorisation de mise sur le marché avec un libellé spécifique. Et le libellé, donc, entre dans le cadre de la population qui a été testée en matière d'âge, en matière éventuellement de comorbidité, etc. Donc aujourd'hui, parce qu'on va extrêmement vite, on donne l'autorisation d'utiliser des vaccins chez des populations qui n'ont pas été testées, comme par exemple les femmes enceintes, comme par exemple potentiellement les enfants. Donc là, théoriquement, on serait hors AMM. Donc, parce qu'on va trop vite, on n'a pas fait toutes les études. Donc, partiellement, effectivement, les données qui vont être récupérées de pharmacovigilance et les données enregistrées dans certains pays comme en Israël, par exemple, où toutes les données vont arriver au laboratoire, de ce que nous avons compris, eh bien, ces études sont en cours, finalement. Voilà. Je peux juste... Oui, c'est comme si on était réellement, pour certains vaccins, encore en phase 3. La phase 3 devant se terminer fin 2022, janvier 2023. Vous pensez à quel vaccin? Tous aujourd'hui, enfin tous, hormis, enfin si, tous, même les vaccins à virus atténué, mais en tous les cas, les vaccins qui sont proposés en France, que ce soit Pfizer, BioNTech, Moderna ou AstraZeneca, ces vaccins-là sont concernés. Ils ont une autorisation qu'on appelle compassionnelle, en tous les cas actuellement, donc un usage populationnel, mais c'est vrai que nous sommes tous très interrogatifs par rapport à la rapidité, la célérité de l'utilisation de ces vaccins sans qu'on ait plus de recul. Et par exemple, le vaccin d'AstraZeneca qui, du jour au lendemain, est finalement possiblement administrable aux personnes de plus de 65 ans. Comment on explique un tel revirement alors qu'auparavant, il n'était pas recommandé pour les... Je vais lancer, je ne suis pas sûre que ce soit explicable. C'est-à-dire qu'on entend l'envie véritablement
du ministre de la Santé, et c'est validé peut-être, on n'a pas ces retours-là, c'est discuté en Conseil de défense, donc rien ne sort du Conseil de défense. J'espère que c'est sur avis du Conseil scientifique, mais tout cela n'est pas suffisamment transparent, en tous les cas par rapport à la population générale. Et aujourd'hui, cette extension populationnelle sur des âges différents reste pour nous un peu énigmatique, d'autant qu'il y a des remontées sur les différents sites dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament en France, des effets indésirables, et on a tous lu, notamment les soignants, et à certains endroits, la campagne de vaccination destinée aux soignants dans certains établissements s'était même arrêtée devant le nombre très important d'effets indésirables avec des soignants qui ne pouvaient plus venir travailler à l'hôpital. Donc on sent jusqu'à 40%, donc c'est véritablement inquiétant. Mais alors, on peut se réjouir, s'il faut se réjouir, puisqu'il manque aujourd'hui, hein, moi je sors un tout petit peu du collectif, mais avec ma casquette de parlementaire, je suis sollicitée en permanence par des personnes inquiètes et qui veulent être vaccinées, et les attentes aujourd'hui pour les prises de rendez-vous sont très lointaines. Donc, on comprend, on peut comprendre la volonté du gouvernement d'aller très très vite, mais ici, nous sommes inquiets. Et c'est une question qu'il faut poser à la NSM. Bien sûr. Juste une question. En fait, il y a un projet du ministre Véran hier qui s'est adressé à la population générale des soignants, pour ça hier ou avant-hier, incitant tout le monde à se faire vacciner pour bien booster ce genre. Est-ce que vous savez à peu près parmi les soignants quelle est la population, le pourcentage qui est vacciné, quel est le pourcentage qui s'oppose? C'est pas une opposition, on va dire, dure, c'est une opposition où on n'a pas assez suffisamment de recul. Vous avez des informations parce que quelque part, si on a moins de 50%, ça veut dire que le ministre ne représente pas la majorité des soignants au travers de cela. Et j'aimerais savoir quelle est la position de la majorité des soignants. Alors, je n'ai pas toutes les réponses à ces questions. Par contre, dans le Grand Est, en discutant avec l'Agence régionale de santé et la préfecture, les informations qui nous ont été données hier matin étaient que le niveau de vaccination des soignants était déjà très satisfaisant puisqu'il dépassait le niveau de vaccination qui n'a jamais été atteint pour la grippe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les soignants n'étaient pas très enclins à aller se faire vacciner. Et grosso modo, c'était 20% des soignants qui étaient vaccinés pour la grippe. Là, on nous a, sans nous donner de chiffres très précis, mais avec une certaine forme de satisfaction. Donc, on sent qu'au niveau des préfectures et des soldats de l'État, là, il y a une véritable course aux chiffres. Par contre, les retours réels du désir du soignant, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un peut-être. Il y a vraiment la proportion des soignants qui ont envie d'aller se faire vacciner rapidement. Et il y a aussi une proportion non négligeable, on a des retours de questionnement des soignants qui souhaitent attendre, qui ne sont pas pressés, mais qui ont une pression hiérarchique très importante en tant que salariés hospitaliers. Oui, la coordination, effectivement, reçoit beaucoup de mails à ce sujet, mais on ne peut pas en tirer des conclusions statistiques. Oui. Concernant la loi d'urgence sanitaire qui est prolongée, que ce soit la motion de censure, je crois qu'il y a eu un soutien du collectif à cette action, ou de ce que pourrait être une pétition pour arriver à une forme de référendum. Est-ce que vous suivez ce qui se passe en Suisse? Je crois que la votation a lieu ce mois-ci. Même si c'est beaucoup plus difficile avec la constitution française, bien évidemment. Est-ce que vous avez des projets sur ce sujet? Alors, pour répondre, déjà, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 1er juin. En effet, on en avait parlé la dernière fois, j'ai proposé à l'ensemble de mes collègues parlementaires à l'Assemblée nationale de co-signer, j'ai écrit une tribune et je les ai sollicités pour aller vers une motion de censure du gouvernement
aujourd'hui, vous le comprenez très bien, face à des élections prochaines cantonales et régionales, les postures politiques des groupes politiques n'ont pas été, enfin en tout cas, sont plutôt prudentes. Après, chaque parlementaire, en dehors de son groupe politique, est légitime de décider, puisque, on ne va pas rentrer dans des choses très techniques, mais on a le droit à chaque session parlementaire, pendant des périodes très précises, on a le droit de signer 3 motions de censure. Mais malgré cette liberté individuelle, peu de collègues sont co-signataires du texte que j'ai fait circuler. La question de la votation suisse est un peu particulière parce que les Suisses ont véritablement l'habitude, et c'est vrai que en Alsace, je ne suis pas très loin des Suisses, ont vraiment l'habitude de ce type de participation citoyenne. Malheureusement, en France, on en est très loin. Et véritablement, c'est un problème que je discute avec certains professeurs d'éthique. On a déjà évoqué la démocratie tout à fait bâillonnée, mais il n'y a pas eu de remontée non plus ou d'analyse des remontées territoriales citoyennes, des expériences qui auraient pu complètement éclairer les décisions du gouvernement. Donc non seulement il n'y a aucun débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, il n'y a pas d'ailleurs de débat, j'ai encore quelques contacts avec mes anciens collègues de la majorité, il n'y a jamais eu de débat au sein même du groupe majoritaire. Donc on a véritablement un exécutif, un gouvernement tout-puissant et le fait majoritaire qui permet que tout soit voté et rien n'a jamais été discuté, que ce soit un confinement généralisé ou territorialisé, que ce soit les heures de couvre-feu, rien n'a jamais été discuté. Donc on aurait pu espérer qu'une certaine prise en compte de l'avis des citoyens puisse avoir lieu, mais notre Constitution, vous l'avez très bien dit dans votre question, aujourd'hui ne le permet pas. J'ai une autre question il y a une association Citizen for Science qui a listé un certain nombre de médecins suite au chiffre de 30 000 médecins, je crois qu'ils ont chiffré 2970 quelques, en mettant des caractéristiques qui sont, on va dire, interdites par la loi puisqu'ils les ont publiées sur Internet. Est-ce que vous avez l'intention de faire une action juridique contre ça? Alors, il y a un des médecins concernés qui a l'intention de faire une action juridique, donc il y a quelque chose qui est en cours. Et vous allez vous y associer, enfin, si jamais il y en a un, vous êtes beaucoup, quoi. Donc, ça va être intuitu personné. Question. Pour rebondir sur ce que disait Martine Honner tout à l'heure, donc vous confirmez que le Conseil de défense est toujours actif et joue un rôle important dans la gestion de cette épidémie? On a cette information que le Conseil de défense se réunit toujours tous les mercredis matin. Il a remplacé complètement le Conseil des ministres. Donc, il y a bien sûr quelques ministres qui participent, mais ce qui est complètement aujourd'hui obscur pour l'ensemble et des parlementaires, et nous ne sommes que la représentation du peuple français, c'est absolument incroyable que dans une situation où on devrait être le plus transparent possible pour que les citoyens aient confiance dans le gouvernement alors qu'on est toujours face à cette épidémie et on continue d'une certaine façon, je pèse mes mots, mais à maltraiter les Français. Les parlementaires, on a bien compris qu'ils ne servaient plus à rien, donc vous avez des procédures possibles à mettre en œuvre pour savoir ce qui se passe dans ce Conseil de défense? Absolument impossible. Tout est complètement bloqué. Rien ne sort du Conseil de défense, sauf les communications officielles du Premier ministre et du ministre de la Santé, dont on a pris l'habitude d'avoir un rendez-vous maintenant les jeudis, même quand il n'y a rien à dire. On a l'occasion de retrouver le gouvernement, mais ce qui est véritablement dommageable, c'est, il me semble pouvoir dire que nous ne sommes plus vraiment en démocratie. Les parlementaires ont le droit d'assister au Conseil de défense? Non, absolument pas. Ah non, les conseils de... Non. Alors, il devrait y avoir... normalement, il y a la séparation des pouvoirs. Mais, encore une fois, depuis l'élection du président Macron et de ce fait majoritaire
très fort, puisque c'est quand même, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une telle majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de séparation, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Donc les députés de la majorité sont là simplement pour voter ce que l'exécutif souhaite. Et là, toute cette nouvelle modalité de fonctionnement, nous n'avons aucune marge de manœuvre. Et la seule petite fenêtre que nous avions à l'Assemblée nationale, c'était la commission d'enquête Covid, qui a été supprimée en janvier. Donc, alors qu'au départ, quand elle s'est mise en place, cette mission d'information qui s'était auto-saisie et transformée en mission d'enquête devait pouvoir continuer tant que nous faisions face à une crise sanitaire. Mais la majorité l'a fait disparaître en janvier. Donc, c'est la majorité qui a décidé de la… Oui. Est-ce qu'il y a une autre commission qui va prendre le relais? Il semblerait qu'au Sénat, la commission continue à vivre, mais à l'Assemblée nationale, non. Malgré le fait que j'ai été notamment une des députées, on a fait un courrier transpartisan pour demander la remise en place de cette commission, mais il n'y a pas eu d'écho. Est-ce qu'on pourrait dire quelques petits mots sur ce projet de passeport sanitaire, parce qu'on n'en a pas trop parlé, enfin, vous n'en avez pas trop parlé, peut-être que ça fera l'objet d'une autre réunion, mais est-ce qu'on peut quand même en parler un petit peu? Oui. Nous avons effectivement décidé d'en parler lors de la prochaine conférence de presse. Peut-être juste, pardon, hein, je tiens beaucoup le micro, peut-être juste dire que j'ai déjà mis en circulation auprès de mes collègues parlementaires, là aussi, une proposition de résolution pour qu'on n'aille pas vers ce passeport, alors que certains appellent passeport sanitaire, passeport vert, enfin passe ou je ne sais pas, mais surtout parce qu'on peut imaginer que demain, des sociétés privées, on voit déjà certaines compagnies aériennes qui sont très exigeantes dans le domaine, mais on voit toutes les dérives en matière de discrimination dans la société entre ceux qui seront vaccinés ou ceux qui seront immunisés, parce qu'on peut être immunisé sans avoir été vacciné. Si on a fait le Covid, on peut très bien être immunisé. Mais il y a, n'oublions pas, des personnes qui ont des véritables contre-indications à la vaccination, qui ne pourront pas prouver qu'elles ont été vaccinées. Donc, ce seraient des citoyens de seconde zone qui n'auraient plus le droit, peut-être, d'aller au cinéma, au théâtre, au restaurant, voyager. Donc, bien évidemment, j'ai déjà écrit cette résolution. Ce que l'on peut compléter également, même si on le redétaillera plus tard, c'est qu'il n'y a aucun rationnel scientifique à mettre ce type de passeport en place, puisque donc, le docteur Bonner parle des gens qui ont des contre-indications médicales, mais on peut aussi parler des personnes vaccinées dont on n'a pas vérifié l'immunisation, et puis vaccinées par rapport à quel type de virus, puisque les antigénicités croisées peuvent marcher bien entendu sur après des mutations, mais quand les virus sont mutés un certain nombre de fois, l'immunogénicité croisée peut ne plus être valable. Donc, c'est quelque chose qui n'a aucun sens scientifique et on détaillera lors d'une prochaine conférence de presse précisément pourquoi. Une question? Oui, moi j'ai une question à propos du traitement à anticorps monoclonaux. Dans la presse, on a entendu parler un petit peu d'éventuels conflits d'intérêts entre la famille Cazeneuve et le choix du président de mettre en avant ce traitement. Quel commentaire vous pouvez faire à ce sujet? Alors, je suis presque doublement légitime à faire ce commentaire parce que notamment la société Lilly est basée dans ma circonscription, à Fegersheim, juste à côté de Strasbourg. Jusqu'à présent, cette merveilleuse société fabriquait l'insuline. On en était tous très contents. Et maintenant, brutalement, alors qu'au sein du comité de direction de cette entreprise, il y a l'épouse d'un parlementaire de la majorité, M. Cazeneuve, que cette famille, ce couple a 2 enfants. Aujourd'hui, c'est un peu le jeu de cette famille. Quand on demande la fille est à Matignon. Quand on demande le fils est à l'Élysée. Et en plus, la fille est mariée avec le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Je trouve que tout cela fait un peu beaucoup
Et j'allais dire, on serait dans un monde, là aussi, où la transparence, on a parlé du Conseil de défense tout à l'heure, qui n'est pas du tout transparent. Et là, nous sommes très surpris. Alors moi, je serais très contente de savoir que ces anticorps monoclonaux vont pouvoir sauver des vies, hein, tant mieux. Mais encore une fois, la question est celle de la rapidité d'obtention de l'ATU face à d'autres médicaments, le RTU demandé pour l'ivermectine, qui est une très très vieille molécule, pour laquelle on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital et qui est surtout très 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 peu cher par rapport aux anticorps monoclonaux. Oui, et puis là, c'est de nouveau l'immunologiste peut-être qui va parler, c'est-à-dire que utiliser des anticorps monoclonaux qui vont interférer avec notre système immunitaire pour traiter une pathologie qu'on peut parfaitement traiter par ailleurs avec des produits qu'on connaît depuis des années et qui ne sont pas toxiques, ou en tout cas qui ont très peu d'événements indésirables, c'est extrêmement téméraire, on va dire dangereux. Voilà. Donc, prendre des anticorps monoclonaux pour traiter des cancers, des choses sur lesquelles on a un risque vital immédiat, pourquoi pas, mais pour un traitement précoce en ambulatoire, soi-disant, sur des formes modérées, avec des gens fragiles, Oui. sur des gens fragiles. Voilà. Là, ça ne fait pas grand sens médical. On va prendre peut-être une dernière question, si vous en avez une, avant que je redonne la parole au docteur Menac. Vous avez parlé d'action juridique en cours avec Réaction 19. Y a-t-il d'autres démarches juridiques en cours? Alors, j'ai évoqué, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la question à propos de la résolution. Donc, en effet, alors, ce n'est pas une action juridique, mais c'est une action légistique au niveau parlementaire. Il est clair que je ne lâcherai pas non plus voilà, sur le 49.2. Il faut peut-être qu'il y ait une fenêtre de tir qui soit plus propice, puisque le 49.2 qui est la demande de dissolution du gouvernement. Et qui correspond peut-être, enfin, il suffit d'observer cette dissociation aussi présidentielle vis-à-vis de son propre gouvernement, puisque si dans les 20 départements qui étaient un petit peu regardés à la loupe, il n'y a pas de confinement territorialisé, c'est parce que le président aujourd'hui montre qu'il n'en a pas vraiment envie, alors qu'on sait très bien que le Premier ministre et le ministre de la Santé en rêve. Donc on sent qu'il y a des dissensions et peut-être que la force parlementaire permettrait, en tout cas, de bouleverser ce gouvernement, je le souhaite, pour qu'on sorte de cette gestion inique et irresponsable de la crise sanitaire. Vous avez parlé de la réouverture des restaurants, vous avez pas évoqué des lieux de culture? Alors, je crois que la ministre Roselyne Bachelot a prévu de faire 2 expérimentations. Donc, je n'ai pas forcément les détails, mais c'est prévu. En tout cas, c'est programmé pour voir en effet. Et on a là aussi l'expérience qui avait été faite dans d'autres pays et la réouverture. Et on sait très bien que ces lieux de spectacle, ces lieux de vie, de joie, avec les mesures barrières respectées, on ne voit pas pourquoi ces endroits ne pourraient pas réouvrir. Donc ça, c'est oui, donc il y a cette expérimentation. On a évoqué tout à l'heure la réouverture, et c'est ce qu'a dit tout à l'heure mon confrère Éric Menat sur le conseil scientifique et la réouverture des restaurants. Il y a une expérimentation, là aussi en Alsace. Je suis désolée, il se passe beaucoup de choses en Alsace, et d'un restaurateur, d'ailleurs étoilé à Colmar, qui veut mettre à disposition son restaurant comme lieu d'expérimentation pour qu'il puisse réouvrir le plus rapidement possible. Dernière question. C'est une question qui a juste à voir avec les médias. Puisque vous n'arrivez pas à avoir les médias mainstream parce qu'ils ne travaillent pas le samedi, pourquoi vous faites, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, je suis désolé, pourquoi vous ne déplaceriez pas cette conférence de presse à un autre genre? Alors je sais que vous travaillez tous, j'en suis conscient, mais si jamais ils ne viennent pas à vous, pourquoi vous n'arrivez pas à eux en fait? On ne sait pas si ce n'est qu'un problème de samedi. La preuve, vous êtes là.
Donc, et puis nous sommes habitués des gardes de week-end. Dans le temps, la presse travaillait le week-end. Il y a quand même une presse qui travaille le week-end. Hein, donc, c'est un petit peu... voilà, on fait un petit clin d'œil, mais il y a des journaux télé le week-end, il y a des reportages le week-end. Donc, est-ce qu'il y a une vraie volonté de ne pas nous donner la parole? C'est probable. Et qu'il y a une volonté de décrédibiliser notre parole, ça paraît quand même probable. Ça fait quand même 1 an qu'on travaille sur tous ces sujets. Donc, au début, on avait du mal à comprendre un petit peu et à croire ce qui se passait, mais maintenant, on n'est plus très novice sur le sujet. Voilà. Et donc, une question également. Il circulerait beaucoup moins depuis 3 semaines et les mêmes données. Alors, oui, la question, c'est le virus circulerait beaucoup moins. Depuis 3 semaines, avez-vous les mêmes données? Alors, je pense qu'on va donner la parole à tous les médecins généralistes qui sont là, qui vont répondre. Et en tout cas, à titre personnel, ce que je peux vous dire, c'est que je n'en vois pas actuellement en tant que spécialiste, où je n'ai pas de retour de patients, voilà, des patients que je suis pour autre chose. Et que j'encadre 2 thèses d'étudiantes en médecine avec lesquelles j'ai fait un point cette semaine. Elles sont toutes les 2 nantaises et nous travaillons sur un autre sujet, mais je leur ai demandé combien de patients Covid elles avaient et elles n'en ont pas vu depuis des semaines. Qui veut parler? En retour de terrain, en étant disponible effectivement pour mes patients, disponible tout le temps pour accueillir tous les patients Covid. Je crois que j'en ai vu 5 depuis le mois d'octobre. Un patient. Christine. Bonjour, moi je suis de Touraine, donc là je voulais signaler qu'en Touraine, il y a beaucoup de cas actuellement. Je ne sais pas trop si c'est vu, mais beaucoup de patients consultent à la fois les médecins généralistes et puis pour des hospitalisations. Donc peut-être les régions qui n'ont pas été touchées au mois de mars de l'année dernière sont actuellement touchées en novembre, décembre, janvier, parce qu'on a eu quand même beaucoup de cas. Merci. Les hospitaliers, oui. Je finirai. Non, fini. Je veux parler. Non, je voulais juste dire. Il y a une expérience personnelle pour le. Quelques jours, je suis allé à Saint-Nicolas du Pelem, qui est à côté de Pontivy, qui fait 3000 habitants en centre-Bretagne, qui est vraiment une clinique Belgique. Et quand je le voyais, une de ses amis qui est rentré, checké, etc. Complètement terrorisé. Je dis à cette dame, maintenant, là, on est à Saint-Nicolas du Pelem, donc totalement terrorisé. Est-ce que vous avez beaucoup de cas à Saint-Nicolas du Pelem? Est-ce que vous en connaissez? Ah non, on n'en connaît pas. Et je dis, et à son tour, est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un qui est mort du Covid? Mais on sait qu'il y a eu un cas, village là, à 30 km, je dis, bon, ça va, fermez-moi. Puis, calmez-vous, quittez la peur, faites du yoga. Donc, je donne la parole au docteur Mena pour conclure. Voilà. Moi, j'ai juste donné mon expérience de médecin généraliste. On a eu dans le sud-ouest, je suis dans la région de Toulouse, pas de grand-chose à au premier pic. Le deuxième pic d'automne, on a eu des patients. On a eu une petite recrudescence après avoir eu des variants en janvier. Et personnellement, je n'ai pas revu de patient depuis 1 mois, malade. Bon, mais on est dans une région où, pour l'instant, on sait qu'il y a un taux de circulation qui est beaucoup plus faible. Je sais que j'ai des confrères dans la région parisienne qui ont eu peut-être un peu plus de cas. Après, il faut voir quels sont les cas, pourquoi, comment. Moi, dans ma clientèle, j'ai eu depuis le début une 50aine de cas. J'ai eu une seule hospitalisation, aucun décès. Et c'est à peu près le cas de tous les confrères avec qui nous travaillons sur les différents forums. Je n'ai pas les données de réseau Sentinelle, mais on les a publiées. Voilà. Ouais. Donc, je reprends ma casquette de rapporteur de conseil scientifique pour vous signaler donc nous allons essayer de communiquer régulièrement par communiqué de presse. Il y avait une question sur les restaurants et je voulais rebondir dessus. C'était non, il y a les lieux de culte. Alors nous n'avons de culture, pardon, les lieux de culture.
Donc, ce n'est pas parce que nous avons demandé la réouverture des restaurants que ça exclut les autres lieux, c'est juste que nous n'avons pas voulu nous positionner sur ce point-là aujourd'hui. Voilà le point, l'objet d'autres communications. Je disais, donc nous allons communiquer aussi par communiqué de presse, et justement, la prochaine sera très probablement au sujet de cette étude qui avait laissé entendre il y avait des risques dans les restaurants ou dans les bars ou dans les discothèques, et Vincent Pavin en particulier, du CSI, qui était là tout à l'heure, a fait une étude très intéressante, une relecture très intéressante de cette étude. Voilà. Donc, le CSI va vouloir se positionner comme ça sur des points progressivement. Nous travaillons bien sûr régulièrement au sein du groupe entre nous, et nous referons une conférence de presse dans, on va dire, quelques temps. Vous serez informés. Voilà, donc merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci à mes confrères et consoeurs pour toute cette grande journée de travail. Certains ont dû repartant en province ayant des trains et des avions. Et nous vous donnons donc rendez-vous pour soit la prochaine conférence de presse du CSI, soit la prochaine conférence de presse de la coordination santé libre. Merci beaucoup.